Ce qu'il faut savoir du mouridisme, c'est que son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, est quelqu'un qui a mené un combat durant toute sa vie, qui nous a légué des préceptes et des principes sur la base desquels nous devons prendre le relais et continuer le combat. De quoi il s'est agi? Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les Occidentaux ont abandonné ce qu'ils appelaient en son temps le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'était l'esclavage qui avait consisté à quitter les côtes occidentales avec des bateaux remplis de pacotilles. C'était du rhum, c'était de vieux fusils, c'était des miroirs. Les Occidentaux quittaient leur pays avec des bateaux remplis de ces pacotilles et ils accostaient au niveau de l'Afrique. Quand ils arrivaient en Afrique, ils échangeaient ces pacotilles contre des personnes, contre des êtres humains, et ils choisissaient les êtres humains les plus valides, les plus physiquement aptes, et ils les acheminaient par la suite vers l'Amérique. Et au niveau de l'Amérique, ces personnes étaient vouées essentiellement au travail de l'élevage et de l'agriculture. Ce qui veut dire qu'on peut dire d'une certaine manière que ce sont ces esclaves-là qui ont été les fers de lance du développement actuel de l'Amérique et de l'Europe. Vers le XVIIe, XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, les Occidentaux eux-mêmes ont dit que la raison ne peut plus accepter la traite des êtres humains. Que puisque nous parlons d'humanisme, parce qu'au XVIIIe siècle, avec tous les philosophes humanistes que l'on appelle les philosophes des Lumières, comme Diderot, comme Montesquieu, comme Jean-Jacques Rousseau, pour ne parler que de l'exemple des Français, les Occidentaux ont dit nous devons abandonner l'esclavage parce que ça ne va plus de pair avec le développement de la raison, ça ne va plus de pair avec nos principes humanistes. Ils abandonnent la pratique de l'esclavage. Mais ils commencent la colonisation. Et la colonisation a pris deux grandes orientations chez les Occidentaux. La première orientation est celle anglaise, la deuxième orientation est celle française. L'anglais, quand il s'adonne à la colonisation, il met en place ce que l'on appelle une administration indirecte. Il prend les ressources économiques de la colonie, il les pille et il rentre chez lui sans pour autant perturber l'agenda culturel qui existe dans les colonies. Le français, par contre, il met en place un dispositif de colonisation indirecte, directe plutôt. Le colonisateur français est quelqu'un qui pille les ressources économiques, mais le plus dangereux, c'est que le colonisateur français pille les ressources culturelles. Donc il prend tout ce qui est économie dans un pays, notamment les ressources du sol et du sous-sol, il pille ces ressources, il les achemine vers son pays, mais en plus, il pille les ressources culturelles, parce qu'il fait en sorte que l'indigène, comme ça qu'il l'appelait, c'est-à-dire le colonisé, développe un complexe d'infériorité par rapport à lui-même. Autrement dit, le français, c'est quelqu'un qui s'est arrangé pour que sa culture s'impose chez les colonisés et que les colonisés perdent leur culture, leur représentation, leurs valeurs et leurs croyances. Alors le colonisateur français utilise deux stratégies. La première stratégie est une stratégie militaire. Il vient avec des gens armés. Ou alors, il arme des colonies favorables à sa cause, de manière à s'implanter et à s'imposer sur le plan militaire. Donc, première stratégie, c'est utiliser la force. Deuxième stratégie, c'est après avoir utilisé la force, et cette force-là, on doit le signaler, a permis aux Français de combattre beaucoup de résistants armés qui étaient en Afrique. Si vous prenez le cas du Sénégal, les Lat Dior, les Maba Diakhou, les Niadian Ndiaye, tous ont été combattus et battus par le colonisateur. Le colonisateur dit, après avoir défait les résistances armées, il me reste maintenant à faire en sorte que le colonisé, le négro-africain, se départisse de sa culture et de ses croyances et qu'il devienne un blanc à part entière. Ce qui fait que, d'ailleurs, certains ont considéré que pour beaucoup, le colonisateur a réussi sa mission. Il a réussi à détruire les cadres culturels qui existaient, il a réussi à remettre en cause certaines croyances qui existaient et il a réussi à implanter sa propre culture. Beaucoup d'indigènes, beaucoup de négro-africains, à un moment ou à un autre, ont dit que nous nous départissons de nos cultures et de nos traditions, nous nous départissons de nos croyances et nous allons rejoindre le blanc. C'est le cas de Bakary Diallo qui a écrit Force Bonté
Et dans Force Bonté, Bakary Diallo considère que si ce n'était pas le blanc, on ne serait pas arrivé à ce niveau d'évolution et de civilisation. Alors, lorsque le colonisateur a presque réussi sa mission, qu'il a défait toutes les résistances armées, qu'il a implanté sa culture et ses croyances, un homme s'est levé. Et il a dit que le seul maître qui vaut, c'est Allah, et le seul guide qui vaut, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce personnage-là, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Donc Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui a mené une résistance culturelle, une résistance pacifique, qui a consisté simplement à dire que le colonisateur, il vient pour s'emparer de notre âme. Alors, il faut préserver la culture africaine, il faut préserver les croyances en Afrique. Ce qui veut dire que le combat de Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas un combat circonscrit dans le cadre sénégalais. Alors c'est une erreur monumentale que de croire que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour les Sénégalais. C'est une erreur de croire que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour les Africains. C'est une erreur de croire que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour les Noirs. L'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour tous les êtres humains et de façon éternelle. Et on le voit aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de me rendre au Gabon dans le cadre d'une mission d'enseignement. Et j'ai eu à rencontrer au Gabon un professeur d'économie à l'université de Libreville. Et ce professeur d'économie qui est bien respecté dans sa ville me dit: Monsieur le professeur, vous êtes venu du Sénégal, est-ce que vous connaissez Cheikh Ahmadou Bamba? Je lui dis: je connais quelque chose de Cheikh Ahmadou Bamba. Il me dit: je veux te faire savoir une chose. Moi, je ne suis pas un musulman, me dit-il. Je ne suis pas un chrétien. Je continue à croire en mes religions traditionnelles, les religions de mes grands ancêtres. Mais je vous assure que je suis un mouride aguerri. Je lui dis: mais qu'est-ce qui fait de toi un mouride alors que tu n'es ni musulman ni chrétien? Il dit: c'est simple. Il y a deux choses qui m'ont poussé à être un mouride. La première chose, c'est que j'ai fait toutes mes études en France, mes études en économie. On m'a enseigné David Ricardo, on m'a enseigné John Maynard Keynes, on m'a enseigné tous les autres grands économistes, Adam Smith, etc. Tous les grands classiques de l'économie, on me les a enseignés et je maîtrise leur théorie. Lorsque je suis rentré au Gabon et que j'ai commencé à enseigner l'économie, j'ai eu la chance de tomber sur une œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba intitulée Les Clés du Paradis, Massalikul Jinan. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que ces grands savants de l'économie, là où ils se sont arrêtés, c'est là où Cheikh Ahmadou Bamba a commencé dans le domaine de l'économie. Il dit: le vrai économiste au monde, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est quelqu'un qui n'est ni musulman, ni chrétien, c'est quelqu'un qui continue à croire à des religions traditionnelles et qui se dit qu'il est mouride parce qu'il a été convaincu par les travaux de Cheikh Ahmadou Bamba sur le plan scientifique. C'est-à-dire c'est un économiste qui dit que scientifiquement, si on se réfère aux théories économiques modernes, le premier qui est en avance sur tout le monde, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. On parle de sociologie des organisations aujourd'hui. En matière de sociologie des organisations, on parle de théorie verticale et de théorie horizontale. Lorsqu'on parle de théorie verticale, on se réfère à Taylor, à Fayot et à Max Weber. Lorsqu'on parle de théorie horizontale, on se réfère à Elton Mayo, à Douglas MacGregor, à Michel Crozier, à Mankour Olson, etc. Mais quand vous prenez quelqu'un comme Max Weber, il a écrit un ouvrage intitulé Éthique protestante et esprit du capitalisme. Mais ça, il l'a écrit juste au XXe siècle. Éthique protestante et esprit du capitalisme, en montrant que la religion a un impact sur le développement de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant tous ces auteurs-là, il y a quelqu'un qui a dit que la spiritualité a un impact sur l'activité économique, et celui-là, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Premier élément. Deuxième élément, on parle de négritude aujourd'hui. Quand on parle de négritude, on se réfère à Senghor, on se réfère à Césaire, on se réfère à Léon Gontran Damas, on se réfère à Booker Washington, on se réfère à Wop Dubois, que l'on considère comme les premiers pionniers du mouvement de la négritude. C'est-à-dire c'est des auteurs qui ont cherché à défendre la race noire. Mais le premier à avoir défendu la race noire, le premier à avoir dit que le noir n'a à développer aucun complexe d'infériorité par rapport aux autres races, ce n'est ni Senghor, ni Césaire, ni Webb Dubois, ni Léon Gontran Damas, ni Booker Washington, ni Jacques Rabé Mananjara, Cheikh Ahmadou Bamba qui est le premier à le dire. Donc le premier théoricien de la négritude, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce monsieur-là me dit, moi,
J'ai essayé de refaire le circuit de Cheikh Ahmadou Bamba. J'ai quitté Montagne 5, là où il a été incarcéré au Gabon. Je suis allé à Ouir en pirogue. Et à partir de Ouir, j'ai essayé de rejoindre l'autre bout du Gabon, que l'on appelle Mayumba, en utilisant toujours le bateau. Et lorsque je suis arrivé à Mayumba, me dit-il, j'étais très malade. J'étais proche de la mort. On m'a dit que ce circuit-là, on ne le fait jamais d'un seul trait. Parce que quiconque le fait d'un seul trait meurt. La preuve, c'est que Samori Touré, il a quitté Montagne 5 en 1899. On l'a amené à Ouir, toujours en 1999. Il est arrivé à Mayumba en 1900 et il meurt. Il a fait le trajet et il meurt. D'autres ont fait le trajet et ont mouru. Il n'y a que Cheikh Ahmadou Bamba qui a fait le trajet, qui est arrivé à Mayumba et qui a demandé du papier et de l'encre pour écrire. Alors il dit, de ce point de vue-là, moi je crois que ce personnage est quelqu'un qui me fascine. Je suis devenu un mouride à part entière, quelqu'un qui n'est ni musulman, ni chrétien, qui dit je suis devenu mouride à part entière. Alors, nous sommes dans un monde traversé par des crises. Tout le monde le sait. Notre monde actuel est un monde de crise. Crise de l'économie. On sait que depuis 1929, le monde a périclité dans une situation de crise économique continue. Depuis les années 1929. On a dit à Serigne Moustapha Mbaké, qui est le premier calife de Serigne Touba, on lui a dit qu'en 1929, au moment où le monde était en train de péricliter dans une crise économique généralisée, comment se fait-il que tu as entrepris des travaux de grande envergure à Touba, dans un pays qui est pratiquement un pays sous-développé, où la pauvreté est très présente? Comment tu as pu faire ces travaux-là alors que la France ne peut pas le faire, alors que l'Amérique ne peut pas le faire, alors que l'Angleterre ne peut pas le faire, alors que l'Allemagne ne peut pas le faire? Vous, au Sénégal, pays pauvre, très endetté, en 1929, tout le monde traverse une crise. Toi, Serigne Moustapha Mbaké, premier calife de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, tu fais des travaux de cette envergure. C'est quoi ton secret? Il dit, j'ai deux secrets. Le premier secret, c'est celui qui est avec Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui n'a jamais peur. Premier secret. Deuxième secret, c'est que le mouride est quelqu'un qui est engagé. Lorsqu'on lui demande de travailler, il est prêt à travailler jusqu'à la mort et ne demande rien comme rétribution, parce que la seule chose qui compte, c'est son appartenance à la communauté. Alors il faudrait que je lève une équivoque. Le mouridisme, ce n'est pas une confrérie qui fait dans la mystification. Parce que beaucoup qui ne comprennent rien vont vous dire que c'est une sorte de secte. On fait de la mystification, on fait de l'endoctrinement, on trompe les gens, on leur prend leurs biens, on cherche le pouvoir. Alors je signale que ces gens-là n'ont rien compris. Quand quelqu'un fait de l'endoctrinement, il évite que les gens accèdent au savoir. Je vous assure que pendant le Moyen-Âge, ceux-là qui constituaient le clergé en Europe et qui faisaient dans l'endoctrinement, qui faisaient dans la mystification, ils évitaient à tout prix que les gens accèdent au savoir et surtout au savoir religieux. Parce que quand tu veux endoctriner quelqu'un, quand tu veux tromper quelqu'un, il faut le maintenir dans l'ignorance. Il faut faire en sorte qu'il ne sache rien du tout. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui considère que l'un des piliers du mouridisme et de la religion musulmane, c'est la quête du savoir. Mais je ne peux pas endoctriner des gens et leur demander d'aller chercher le savoir. Ça n'a pas de sens. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui nous invite à chercher continuellement le savoir. Dans le Masalikul Jinan, il nous invite à chercher le savoir. Dans le Kun Katiman, il invite les jeunes à chercher le savoir. Il dit même aux jeunes que soyez prêts à affronter la faim, soyez prêts à affronter l'humiliation, soyez prêts à affronter la souffrance, rien que pour chercher le savoir. Alors celui qui nous demande de chercher le savoir ne fait pas dans la mystification, ne fait pas dans l'endoctrinement. Premier élément. Deuxième élément, les gens ont dit que le mouridisme est une confrérie qui fonctionne sur la base du ndigal. Or le ndigal, c'est de la dictature. Alors je signale que ces gens non plus n'ont rien compris. Le ndigal n'est pas un ordre. Le ndigal est une instruction. Il y a une différence entre un ordre et une instruction. C'est un dictateur qui donne des ordres. C'est un leader qui donne une instruction. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un dictateur. Ses descendants ne sont pas des dictateurs, ils sont des leaders.
Il est clair que si on veut développer une communauté, il faut qu'il y ait des leaders avertis. Et ces leaders avertis fondent toute leur action sur la connaissance pieuse des Écritures saintes, mais aussi sur la vertu, qui sont les deux pieds recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les années 89, dans les années 1989, on a assisté à ce que l'on a appelé la chute du mur de Berlin. Le monde a basculé. Le mur de Berlin chute. Gorbatchev arrive au pouvoir en Union soviétique. Il pratique la perestroïka et la glasnost, une politique qui ramène au modèle libéral. Trois grands écrivains ont considéré à partir de ce moment-là qu'il y a un modèle dominant au monde. Et que ce modèle dominant, c'est le modèle capitaliste, c'est le modèle libéral. Parmi ces penseurs, nous avons Samuel Huntington, nous avons Francis Fukuyama et nous avons Marshall McLuhan. Si vous voyez bien, je préfère me référer à des Occidentaux clairement pour montrer simplement que la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba domine de loin ce que l'on considère jusque-là comme des références. Ces penseurs ont considéré qu'il y a un modèle dominant qui pilote le monde, c'est le modèle libéral, c'est le modèle capitaliste. Aujourd'hui, que nous laisse le modèle libéral? Le modèle libéral nous laisse un monde en crise, je l'ai dit tantôt. Crise de l'économie, c'est pas grave, parce que l'économie, elle peut être en crise, mais on peut réparer. Crise financière, c'est pas grave. Les banques peuvent être en crise, on peut réparer. Mais la crise la plus dangereuse, c'est la crise de la morale, c'est la crise des valeurs. Or, il se trouve que dans notre monde actuel, nous sommes plongés dans une profonde crise des valeurs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans un pays occidental, on autorise la pratique de l'inceste. C'est-à-dire quoi? Un papa peut épouser sa fille. Une maman peut épouser son fils. Une sœur peut se marier à son frère. Dans un des pays occidentaux, c'est toléré. Dans d'autres pays occidentaux, on pratique ce que l'on appelle la nécrophilie. Ce sont les époux ou les épouses poupées. Vous avez un époux qui est une poupée, ou vous avez une épouse qui est une poupée. Et vous allez chez le maire vous faire déclarer marié à une poupée. Cela, on l'appelle la nécrophilie. C'est le fait d'être avec un être qui n'est pas animé. Le monde est en crise. En Occident, la crise aujourd'hui a dépassé toutes les bornes. C'est Paul Valéry, depuis le début du XXe siècle, qui disait que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Autrement dit, nous, civilisations occidentales, nous avons perdu nos repères, nous avons perdu nos valeurs, nous n'avons plus de valeurs, nous n'avons plus de morale. Mais au moment où l'Occident est dans un tourbillon éthique, au moment où l'Occident est dans une sorte d'abîme moral, c'est en ce moment-là qu'un occidental bon teint, un Français bon teint, du nom de Philippe Couti, a dit aux Occidentaux que si nous voulons sortir de la crise, nous devons tous aller à Touba. C'est un occidental, un Français du nom de Philippe Couti, qui dit que seul Touba peut sauver le monde de la crise. Seul Serigne Touba peut sauver le monde de la crise. Ça veut dire que le mouridisme est aussi une confrérie qui développe des valeurs fortes, mais aussi des valeurs d'humanisme, des valeurs qui sauvent l'être humain des crises qui sont en train de secouer l'univers.